Si aujourd'hui, t'as pas commencé à réfléchir à ta stratégie data, dans quelques années, tu seras plus là. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Isidées, le podcast qui décrypte pour vous les outils et les technologies autour de la data. La data, c'est plus un actif parmi tant d'autres. La data, c'est un moteur d'innovation et un levier de différenciation pour nos clients. Toutes les entreprises aujourd'hui génèrent de la data, mais pour la plupart, elles ont un problème. Soit elles les utilisent pas du tout, soit elles les utilisent, mais d'une manière qui n'est pas forcément efficiente. Le vrai défi des entreprises, c'est de se dire comment je valorise mon patrimoine de données. Très tranquillement, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ton parcours et comment t'es arrivé chez Snowflake? Je me présente, je m'appelle Antoine Henschener, je suis Sales Engineer depuis maintenant 2 ans chez Snowflake. Mais de manière générale, j'ai toujours évolué dans cet écosystème de la data. Auparavant, j'ai eu une expérience en conseil où j'ai eu l'opportunité d'accompagner nos clients sur différents projets, à la fois des projets de pilotage opérationnel autour de la data et des projets de data gouvernance autour de la data. Et c'est en 2020, pour la première fois, que j'ai entendu parler de Snowflake avec cette IPO retentissante qui a éveillé ma curiosité. Et puis j'ai eu l'occasion aussi de tester Snowflake en tant qu'utilisateur lors de ma dernière mission dans ce cabinet de conseil chez un des leaders mondiaux du luxe, où j'ai pu me rendre compte de la puissance et de la performance de cette plateforme dans la démocratisation de la data. Il y a toujours un côté de moi qui a été passionné par ces éditeurs de logiciels. J'ai eu une opportunité de postuler chez Snowflake. Le rôle de Sales Engineer m'intéressait énormément, de par à la fois l'aspect technique et commercial. J'ai postulé, j'ai été pris. Et puis voilà, ça fait 2 ans que la belle histoire se poursuit chez Snowflake. C'est top. Donc Sales Engineer, en fait, tu vas accompagner les commerciaux dans les démos pour leurs clients, enfin pour les prospects. C'est ça. Exactement. Mon objectif, en fait, c'est de comprendre les enjeux business de nos clients et de démontrer la valeur technique de la plateforme pour y répondre. Ok, super, merci. Bah écoute, rentrons dans le vif du sujet. Parlons un peu de Snowflake, finalement. À quoi ça sert et finalement à quelle problématique client on va répondre quand on travaille sur du Snowflake? C'est une très bonne question. Ce qu'il faut bien comprendre, Lucas, c'est qu'aujourd'hui, quand tu regardes le S&P 500 et que tu regardes les entreprises qui dominent le S&P 500, que ce soit Tesla, Amazon ou Netflix, elles ont toutes un point commun, c'est qu'elles ont mis la data au cœur de leur objectif stratégique. Que ce soit par exemple Netflix, qui ajuste ses algorithmes de recommandation en temps réel de ses utilisateurs, ou bien Tesla, qui analyse des milliards de kilomètres de data de conduite pour perfectionner ses voitures autonomes. Donc aujourd'hui, en fait, la data, c'est plus un actif parmi tant d'autres. La data, c'est un levier, un moteur d'innovation et un levier de différenciation pour nos clients. Donc le sujet, et en fait le vrai défi des entreprises, c'est de se dire finalement comment je valorise mon patrimoine de données. Aujourd'hui, quand on parle de patrimoine de données, on parle aussi bien des données qui sont propres à l'entreprise, que ce soit ses données de CRM, ses données de RP, etc., mais également les données de son écosystème, de ses partenaires, de ses fournisseurs et de ses clients. Et chez nous, Snowflake, notre mission, c'est de rendre ces données accessibles, fiables et exploitables à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Et pour ça, notre proposition de valeur, c'est une plateforme data fournie en mode SaaS avec 3 piliers stratégiques. La facilité et l'accessibilité, la collaboration et la scalabilité. Quand on parle de facilité, on est une plateforme SaaS, on vient finalement éliminer toute la complexité technologique. Il n'y a pas de maintenance de serveurs, il n'y a pas de downtime, il n'y a pas de vacuum. Donc finalement, tu as une plateforme prête à l'emploi. C'est plus facile pour les néophytes comme nous, enfin en tout cas comme moi qui ne sais pas comment maintenir un serveur, quoi. Exactement. Et puis la plateforme, il faut se dire que de par la manière dont elle a été architecturée, elle a été construite, elle est extrêmement simple à prendre en main. C'est une des caractéristiques qui la définit et que nos clients, nous aiment bien, exactement, pardon. Et puis il y a ce côté accessible où ça va être accessible à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Okay. Que ce soit les utilisateurs business qui vont accéder à la plateforme à travers des dashboards, les utilisateurs type data analyst qui vont pouvoir construire justement les KPI en SQL pour ces utilisateurs business, et les data engineers ou les data scientists qui vont travailler en Python, les uns sur la transformation des pipelines de données, les autres sur l'entraînement et le déploiement des modèles. Tu as dans un second temps donc, le second pilier qui est la collaboration de manière sécurisée. On a une fonctionnalité native qui est partie prenante de notre ADN, qui est le data sharing, et qui permet aux entreprises et à leur écosystème de partager de la donnée en temps réel en s'affranchissant finalement des méthodes traditionnelles, les SFTP, les Excel, les mails qui au passage n'étaient pas très sécurisés, et de partager de la donnée de manière sécurisée avec l'ensemble de l'écosystème. Et enfin, il y a la scalabilité. Qu'est-ce que ça veut dire la scalabilité dans le cas de Snowflake ? C'est être capable d'accompagner
aussi bien des petits clients qui démarrent avec 100 gigas de données dans Snowflake, avec peut-être un rapport de marketing, et des clients qui font des choix massifs de transformation digitale et qui embarquent des pétaoctets de données dans Snowflake pour opérer leur transformation digitale. Au-dessus de ça, on est venu intégrer une couche d'IA pour permettre à nos clients d'activer beaucoup plus rapidement la data. L'objectif pour Snowflake, bien évidemment, c'est de permettre à ses clients de rapprocher l'IA de la donnée. Donc pour répondre à ta question que tu me posais initialement, pourquoi Snowflake s'est-on adopté, je dirais que c'est cet alliage entre simplicité, scalabilité et collaboration qui finalement suscite tant d'adoption de la part de nos clients, des clients qui sont à la recherche d'une solution qui leur permet d'être efficace, rapide et de tirer pleinement parti de leur data en éliminant toute la complexité technologique qui, on le voit souvent, freine trop souvent les projets data. Oui, c'est sûr qu'à chaque fois, ça peut être problématique. Donc là, tu parlais des différents types de clients, mais est-ce que, avec ton expérience, tu as des use cases, des exemples d'entreprises qui, grâce à la mise en place d'une plateforme de données, donc, dont Snowflake, quels ont été leurs gains, quels ont été les avantages d'avoir mis ça en place par rapport à une entreprise qui, par exemple, ne l'aurait pas fait? Ce qui est très intéressant de par mon rôle de sales engineer, c'est que j'ai l'opportunité d'être à la fois présent dans l'avant-vente, mais également d'accompagner nos clients dans le déploiement de nos use cases. Et j'ai pu, de par cette position, me rendre compte à différents niveaux de maturité digitale, avec différentes tailles d'entreprises, dans différentes industries, de l'apport de la data, d'un point de vue business pour ces entreprises. Que ça soit par exemple dans des grands comptes du CAC 40, comme TF1 par exemple, qui a fait le choix pour sa plateforme TF1+, de centraliser les données de ses 33 millions d'utilisateurs dans Snowflake pour des use cases où ils vont venir renforcer l'efficacité de leur campagne publicitaire. Okay. Des clients comme Accor, qui aujourd'hui font aussi bien de la BI sur Snowflake, déploient tout leur programme de loyalty à travers Snowflake, mais également ont placé Snowflake comme pierre angulaire de leur Customer Data Platform pour mieux segmenter et cibler leurs différents clients. Ok, ils font de l'IoT du coup, Accor. T'as dit IoT? Non. T'as dit quoi alors? T'as pas dit du loyalty. Excuse-moi, du coup, c'est quoi le loyalty du coup? Loyalty, tu sais, c'est tous les programmes de fidélité, okay. D'accord. Okay, et toute cette volonté finalement dans cette stratégie de rétention de tes clients, de leur pousser les bonnes offres en fonction de leur profil. Donc là, en fait, finalement, sur ces deux premiers use cases, ça va être de la data, de connaissance client finalement, pour mieux connaître son client et pousser du marketing qui est encore mieux ciblé et plus efficace finalement. Exactement. Mais ça ne s'arrête pas là. Laisse-moi te donner un autre exemple. Typiquement, on a un client historique, Kiloutou, qui a commencé avec de la BI un peu traditionnelle, justement sur de la donnée financière, de l'analytique à destination du contrôle de gestion, et qui aujourd'hui embarque de l'IoT cette fois-ci, qui provient des différentes machines de son parc, pour venir faire de la maintenance prédictive et identifier les pannes avant qu'elles n'interviennent. Aujourd'hui, ils vont encore plus loin, ils font même de l'IA générative, avec deux cas qui me viennent en tête. Le premier cas, c'est l'automatisation du traitement des PV, avec un taux de fiabilité proche de 100%. Et là, tu as un énorme gain business, parce que potentiellement, avant, tu avais plusieurs personnes qui étaient sur des traitements très chronophages, à la mano, avec peu de valeur ajoutée. Horrible. Exactement. Et puis, tu as un autre cas, ils essayent d'améliorer constamment l'expérience utilisateur sur le site internet de kiloutou.fr. Et ils mettent à disposition des utilisateurs du site un chatbot pour venir accéder plus facilement aux fiches techniques des différentes machines qu'ils peuvent louer, donc par exemple les grues, etc. Ok. Et c'est intéressant parce qu'on m'a posé la question pas plus tard que ce matin, finalement, à quoi ça sert d'utiliser la donnée dans une entreprise? Et en fait, quand on regarde, finalement, c'est souvent à des fins d'optimisation, alors une meilleure connaissance d'un processus, de clients ou d'autres choses, et grâce à cette connaissance, d'optimiser ta façon de faire ou ta façon de réagir, finalement. Exactement, c'est ce que je disais en introduction. Finalement, la donnée aujourd'hui, c'est un moteur d'innovation, un levier de différenciation, mais ça te permet aussi de gagner en agilité, d'être plus réactif, de mieux comprendre ton marché, de mieux comprendre tes clients, et donc de finalement avoir cet avantage concurrentiel qui va te permettre de prendre des décisions au bon moment vis-à-vis de tes opportunités de marché. Et est-ce que, parce que bon, la data, tout le monde en parle, et je pense qu'aujourd'hui, alors de mon point de vue, peut-être que tout le monde est un peu convaincu. Est-ce que par exemple, tu aurais une anecdote de quelqu'un qui pense que la data, ça sert à rien dans une entreprise, par exemple? Bizarrement, je dirais que c'est finalement dans les plus grandes structures où on peut rencontrer des personnes qui sont historiquement plus réfractaires au changement. Je pense que c'est naturel.
Ils ont été habitués à travailler sur des legacy, ils sont peut-être un peu plus conservateurs, ils ont peur finalement que Mm. la data et ces nouvelles technologies qui viennent justement abstraire toute cette complexité viennent les remplacer. Ok, ouais. Et notre objectif aussi, c'est d'évangéliser et de faire comprendre que ça va pas venir les remplacer, ça va venir améliorer leurs capacités et accélérer finalement le développement d'opportunités pour leur entreprise. Ouais, parce que comme tu parlais par exemple de Kiloutou avec les personnes qui avaient des tâches très manuelles, finalement ça enlève cette partie qui est pas forcément la plus sexy dans un boulot pour qu'ils puissent passer un peu plus de temps finalement parfois sur leur cœur de métier, parce que peut-être qu'à la base ils avaient une expertise qu'ils peuvent pas utiliser parce qu'ils sont pris dans cette tâche hyper chronophage, quoi. Exactement. Mais de toute façon, dans tout projet de transformation digitale, il y a la technologie et nous, on fournit la technologie à travers Snowflake, Mm. mais il y a un gros sujet de change management pour éduquer, évangéliser et faire comprendre l'avantage de solutions comme Snowflake hein, qui viennent disrupter le marché à l'ensemble des collaborateurs. Ok. Donc là, on a parlé d'IA, enfin, on a parlé de beaucoup de choses parce que maintenant, effectivement, dans la plateforme Snowflake, c'est une plateforme, alors que de tous ses débuts, c'était un data warehouse. Et justement, si on revient un peu à la genèse de Snowflake, hein, les deux fondateurs qui sont français, même si du coup Snowflake est américaine, est-ce que tu as un peu l'histoire qui est derrière cette création de Snowflake? C'était quoi leur envie au début? Est-ce que c'était enfin, qu'est-ce qu'ils ont repéré sur le marché et qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Alors, ça va me permettre de faire un peu d'archéologie, de te reparler de l'histoire de Snowflake Ouais. et peut-être de te positionner la vision, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Ouais. On va Ce faire qu'il faut, toute l'histoire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Snowflake, ça a été créé en 2012 par, comme tu l'as dit, deux ingénieurs français, Benoît et Thierry, de vétérans de la base de données, hein, qui à l'époque travaillaient dans les équipes Oracle d'Exadata, et qui avaient une vision très claire, simple, mais ambitieuse dès le départ, qui était de créer une plateforme cloud pour déployer l'ensemble de tes cas d'usage, indépendamment de la typologie de données, que ce soit des données structurées, semi-structurées ou non structurées. Cette vision, elle intervient à un moment où tu es en plein essor des plateformes de big data qui finalement rendent pas toutes leurs promesses, notamment en termes de complexité, de lourdeur et surtout en termes de gestion de la gouvernance et de la sécurité. Donc nos deux fondateurs, Benoît et Thierry, ils repartent de zéro et ils créent un produit avec une architecture qui est complètement novatrice à l'époque, qui vient séparer finalement le stockage et le calcul. Aujourd'hui, ça paraît... C'est ce qu'on lit à chaque fois, je pense, dans la doc, dans les 10 premières lignes, je crois. Exactement, mais à l'époque, c'était complètement disruptif. Et ce qui va nous permettre finalement de fournir à nos premiers clients une plateforme SaaS, simple, performante et scalable. Et ça, finalement, ça va attirer des clients, des entreprises qui ont en tête de venir moderniser leur infrastructure et réduire leurs coûts opérationnels. Très rapidement, si tu veux, on va faire évoluer l'architecture pour la rendre cloud agnostique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es capable de développer, de déployer un compte Snowflake sur le cloud provider de ton choix, AWS, Azure, GCP, et sur la région de ton choix. Et ça, c'est hyper intéressant, typiquement pour des multinationales qui ont des stratégies assez complexes, des enjeux réglementaires assez complexes, et pour lesquels, au sein d'une même organisation, tu vas être capable de déployer un compte Snowflake, ou plusieurs comptes Snowflake, pardon, sur la région de ton choix, sur le cloud provider de ton choix. Et là, on est vraiment venu transformer la manière de collaborer aussi bien au sein de l'organisation qu'entre les organisations. Ça a été justement avec la sortie de cette fonctionnalité, le data sharing, qui permettait de partager, et qui permet toujours, elle est ancrée dans l'ADN de Snowflake, c'est un de nos différenciateurs, de partager de la donnée entre les comptes Snowflake, mais aussi au sein d'une organisation, en temps réel, quel que soit le cloud provider et quelle que soit la région. Et comme je te le disais en préambule, tu viens t'affranchir de toutes les anciennes méthodes traditionnelles où tu partages de la donnée avec des Excel, dans des mails, où finalement, au passage, tu omets un peu les règles de sécurité et de gouvernance de ton entreprise. Et ça a été vraiment un game changer sur le marché. Donc là, on a disrupté, on est venu casser les silos de data au sein d'une entreprise, casser les silos organisationnels, et on ne s'est pas arrêté là. On est venu casser les silos et venir faire converger finalement les équipes data et les équipes de développement. Pour qu'ils puissent finalement évoluer dans un même écosystème sécurisé avec la même data. Comment ça s'est passé? On a commencé par venir intégrer à la plateforme au même moteur de calcul des langages programmatiques, du Python, du Java et du Scala. On est venu également intégrer très rapidement des fonctionnalités, tout l'attirail finalement de tout bon data scientist. Des notebooks, des feature stores, des modèles repository, qu'est-ce que j'oublie, des API pour faire le pré-processing et l'entraînement de tes modèles, des containers managés avec des GPU disponibles pour faire l'inférence de tes modèles. Donc ça, c'était la première vague d'innovation. Et puis, pour fournir finalement la meilleure plateforme sur le marché, ou la plateforme en tout cas de référence sur le marché, sur tous ces sujets,
d'IA et d'IA générative, Mm. on a une grosse stratégie de croissance externe. Ça s'est matérialisé au début avec des acquisitions, notamment sur la partie activation. Comment je suis capable de mieux activer ma donnée avec l'acquisition, par exemple, de Streamlit. Ok. Streamlit, Il fait beaucoup ça- de bruit. En 2018, je crois, c'est ça? exactement. Alors j'ai un petit doute sur la date, Ouais, mais il me je- semble que c'est 2018. Ouais. Je vais te laisser le bénéfice du doute. Et Streamlit, si tu veux, ça a permis à des populations de type data scientist, ça permet toujours d'ailleurs à des populations de data scientists, en quelques lignes de code, de déployer des applicatifs pour mettre à la main d'équipes métiers des modèles de test et leur faire tester ces modèles dans des environnements beaucoup plus friendly pour des équipes business. On a ensuite acquis une application Applica qui permettait justement de faire de l'extraction de documents de type contrat et contrat, facture, etc. C'est ce qu'utilise notamment Kiloutou que j'étais tout à l'heure pour venir structurer cette donnée et la rendre exploitable par des analystes de la donnée. Ok. Mais je pense que le vrai tournant, ça a été il y a 1 an et demi avec le rachat par Snowflake d'une startup, Niva. Niva qui était un moteur de recherche d'OPLIA. Ce moteur de recherche, il a été fondé par l'ancien numéro 2 de Google, Sridhar, qui aujourd'hui est devenu le CEO de Snowflake. Ok. Pourquoi c'est intéressant? Ça va vite. C'est qu'aujourd'hui, finalement, en fait, on vient intégrer toute la vision de Sridhar dans le déploiement de notre produit. Toute la vision de Sridhar sur la partie IA et IA générative, elle est au cœur de notre développement et de la roadmap du produit. Donc on a intégré une vision, mais également des technologies, un savoir-faire. Et donc c'est comme ça que tu as vu apparaître au fur et à mesure dans le déploiement de Snowflake des bases de données vectorielles, des modèles d'embedding, des fonctionnalités de text to SQL ou des fonctionnalités pour créer des chatbots de RAG Mm. et pour venir finalement pouvoir échanger avec ta donnée en langage naturel. Et là, Sridhar, si tu veux, il a une vision très précise. Il veut finalement révolutionner à travers l'IA la manière dont on va interagir avec la donnée. Sous sa gouverne, il y a d'autres acquisitions assez stratégiques qui ont été faites récemment, notamment Truera, qui va te permettre, au sein de la plateforme, à chaque fois on vient intégrer ces fonctionnalités au sein de la plateforme, de venir finalement faire de l'observabilité sur ces LLM. C'est bien beau d'avoir l'IA générative, mais derrière, faut-il encore être capable de savoir, de pouvoir observer, de pouvoir monitorer les résultats qui ressortent de ces LLM. Et plus en amont de la chaîne, on est venu intégrer récemment et racheter une entreprise Datavolo qui va nous permettre de connecter Snowflake à plus d'une centaine de sources sur le marché. Ok. Et puisque tu me demandes la vision de Snowflake, la vision de Sridhar elle est très claire, c'est de continuer clairement sur cette partie IA générative avec le déploiement des fameux agents intelligents. Ok. Et ça va être un gros pan de l'activité, c'est de se dire comment tu es capable de permettre à ces agents qui sont des assistants autonomes, qui sont capables de réaliser des tâches, d'automatiser des tâches, si tu veux, de manière autonome, d'interagir avec la plateforme. Et là, on aura typiquement, imagine-toi demain, un responsable marketing qui va connaître les performances des différents produits au sein de la plateforme. Il va poser sa question en langage naturel, il va avoir la réponse qui va ressortir. L'agent, il va être capable derrière d'aller faire des analyses ad hoc et derrière d'interagir avec les autres systèmes de l'entreprise. C'est là où ça devient intéressant et de pousser par exemple un PDF, de générer un PDF et de le pousser par exemple dans le CRM, dans le Salesforce de l'entreprise. Ça, c'est sur la partie agent. Il y a un énorme focus également sur la partie interopérabilité. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de clients qui veulent éviter finalement de se retrouver dans des nouveaux silos et d'être contraints finalement d'être verrouillés, d'avoir un verrouillage technologique. Et comment aujourd'hui on est capable de leur offrir une architecture beaucoup plus flexible. Et donc là, tu as peut-être vu passer les dernières news, mais on supporte désormais les formats de table ouverts, les formats de table iceberg. On a déployé notre propre catalogue open source, Polaris. Donc on a une vraie stratégie sur l'interopérabilité. Mais finalement, du coup, vous pourriez donner des cours à n'importe quelle entreprise qui en rachète une autre, comment intégrer une boîte dans une autre, parce qu'à chaque fois, ces fonctionnalités, vous les intégrez directement dans votre plateforme de manière totalement transparente, comme Streamlit. Exactement, et c'est l'objectif finalement, et c'est peut-être un bon point, c'est qu'aujourd'hui, cette plateforme, quelle que soit ta taille, quel que soit ton budget, tu as accès aux mêmes fonctionnalités, au même niveau de gouvernance, et tout est parfaitement intégré pour nos clients de la manière la plus transparente, quel que soit d'ailleurs le cloud provider ou la région sur laquelle tu te situes. Ok, et parce que du coup, moi j'avais quand même eu ce sentiment que, tu vois, en 2018, que j'utilisais moi chez Pernod Ricard, bon, c'était connu, mais et j'ai l'impression qu'il y a eu un moment, il y a eu un espèce de bump, où là après, tout le monde connaissait Snowflake.
Alors, je sais pas, hein, peut-être que je me suis retrouvé dans une grotte pendant 6 mois. Mais est-ce que tu sais s'il y avait eu quelque chose? Est-ce que ça a été, par exemple, le début de ces acquisitions externes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait en sorte qu'il y ait une certaine notoriété sur Snowflake qui est arrivée et que Snowflake est arrivé un peu dans la feuille de route de n'importe quel CDO qui doit choisir un nom pour sa plateforme? Ouais, c'est une bonne question. Donc, au début, hein, comme je te le disais, finalement, nos premiers clients, modernisation de gros legacy, premier use case très analytique avec le SQL en langage phare. C'est peut-être d'ailleurs ce qui nous a beaucoup associé à un data warehouse. Oui. Mais aujourd'hui, si tu veux, il y a, et on le remarque sur le marché, hein, une convergence des offres entre les différentes data platforms. Et d'ailleurs, c'est le sujet, c'est que beaucoup de clients ont du mal finalement à distinguer, nous posent beaucoup la question, mais c'est quoi vos différenciateurs? Et si tu veux, je pense que notre philosophie chez Snowflake, elle est très importante. C'est l'efficacité dans la mise en œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire aujourd'hui, comment tu es capable d'accélérer le déploiement de tes use cases, des use cases que les métiers te demandent avec le meilleur retour sur investissement. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous caractérise chez Snowflake. Et il y a peut-être 3 manières de l'expliquer, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure en préambule. Premièrement, c'est la simplicité. J'aime bien dire qu'on est une plateforme simple, mais pas simpliste. En fait, de l'ingestion, que ça soit... C'est beau. Ça a été travaillé. Que ça soit de l'ingestion en batch, en micro-batch ou en streaming, jusqu'à la transformation en SQL, en Python, en Java, en Scala, avec des fonctionnalités packagées comme les dynamic tables qui vont faciliter finalement cette transformation, jusqu'au déploiement finalement de tes use cases, notamment sur la data science. Tout est fait pour limiter la complexité et maximiser le déploiement de tes cas d'usage. Ça, c'est le premier point, il est hyper important. Et quand tu parles à n'importe lequel de nos clients, c'est un des premiers points qui ressort toujours, c'est cette simplicité dans l'usage. Okay. Le deuxième point, il est non négligeable, c'est la collaboration. C'est qu'aujourd'hui, on le parlait, hein, on en parlait tout à l'heure, il y a la valorisation de ton patrimoine. Et il y a certes tes données propriétaires, mais aujourd'hui, si tu veux avoir une vue exhaustive de ton marché, comprendre tes clients, exactement, il faut comprendre tes clients. Et pour comprendre tes clients, faut enrichir avec à la fois des données de tes partenaires, de tes fournisseurs, mais également des données de fournisseurs de données externes. Donc comment tu vas venir, par exemple, faire des analyses en intégrant des données météorologiques, des données de l'INSEE. Demain, tu es une banque, tu veux rationaliser ton parc d'agences, parce qu'aujourd'hui, on le sait, ça pèse énormément sur les coûts structurels des banques. Aujourd'hui, tu as la capacité avec Snowflake, depuis la marketplace, qui embarque d'ailleurs de manière sous-jacente ce même mécanisme de data sharing, d'aller récupérer des données démographiques, par exemple de l'INSEE, pour venir justement les grouper avec tes données propriétaires et derrière faire des analyses un peu plus complètes sur ton parc d'agences. Donc il y a cet aspect simplicité, il y a cet aspect de collaboration, et puis il y a cet aspect d'activation. Les rachats de Streamlit, le fait d'avoir des notebooks, en fait, tu es capable d'activer finalement la donnée au plus proche de cette dernière, en fait, directement dans la plateforme. Tu n'as pas à sortir, à recréer finalement des silos applicatifs. Oui, ça me fait penser, parce que du coup, quand on s'est appelé pour préparer justement ce podcast, tu m'as dit une phrase là, qui m'a marqué, c'est que tu disais le but, c'est pas de rapprocher la data des applications, mais l'inverse, rapprocher l'application de la data. Est-ce que tu peux un peu réexpliquer cette phrase? Parce que j'ai beaucoup aimé ton explication que tu m'avais faite au téléphone et j'y avais jamais pensé. Ouais, exactement. Si tu veux, c'est en lien avec notre philosophie que je te mentionnais tout à l'heure, l'efficacité dans la mise en œuvre. Comment tu es capable aujourd'hui d'accélérer ce chemin vers la data? Comment tu es capable d'accélérer le déploiement de tes use cases? Et pas plus tard qu'hier, je parlais avec un de nos clients, un grand client côté private equity, qui m'expliquait que finalement, au sein de son entreprise, en fait, tu as tout un tas d'applicatifs qui est disséminé dans différentes entités business et qui ne communiquent pas entre elles. Et ce qui veut dire qu'en fait, aujourd'hui, au sein même de cette entreprise, différentes entités, différentes lignes de business sont obligées de se partager finalement de la donnée à travers des Excel, à travers des emails, parce que ces applications, elles ne sont pas capables de communiquer. Et de manière générale, c'est ce qu'on constate chez tous nos clients. En fait, il y a des silos de données qui sont créés de manière générale par des générations d'applications qui n'ont jamais communiqué entre elles. Et l'idée de Snowflake, sur ce sujet-là, c'est de dire aux éditeurs de logiciels, packagez vos applications dans ce qu'on va appeler des native apps, qui vont tourner directement dans le compte du client, qui vont être accessibles à travers la marketplace, dont les clients vont pouvoir accéder à travers ce même mécanisme de data sharing, et faites tourner ces applications au plus proche de la data de vos clients. Typiquement, j'ai beaucoup de clients aujourd'hui dans le secteur bancaire qui, sur les sujets de data, de détection des fraudes, ont besoin de bases graphes
pour modéliser finalement les relations entre les différentes entités. Aujourd'hui, généralement, ce qui se passe, c'est qu'il y a des flux de données entre Snowflake et ses bases graphes pour identifier les relations entre ces différentes entités. Aujourd'hui, Neo4j et Relational AI, c'est 2 partenaires de Snowflake qui ont décidé de packager une offre en mode native app qui permet à tous ces clients dans le secteur bancaire de déployer l'applicatif au plus proche de leurs données et donc de venir faire ces modélisations de détection des fraudes directement dans leur compte Snowflake. Ok, donc en fait, ils ont déjà un truc un peu tout préparé, comme quand tu prends une application finalement sur un App Store ou un truc comme ça. Exactement. En fait, on veut être l'Apple Store De la data. de la data. Ok. C'est hyper intéressant. Et du coup, ça serait quoi? Parce que cet exemple très concret de on envoie des données par mail, je le connais, je l'ai vécu moi-même. Ça serait quoi un peu le conseil que tu donnerais à une entreprise qui est un peu coincée dans dans cette problématique de on envoie les choses par mail, donc c'est pas forcément propre. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils mettent en place? Par où ils doivent commencer? Et c'est quoi un peu le projet type d'un client qui part un peu de zéro finalement? Je dirais qu'il n'y a pas un projet type, il y a plusieurs projets types. Et en fait, si tu veux, il y a différents patrimoines de données. Tu as des entreprises historiques du CAC 40 qui sont assises sur des années et des centaines d'années de patrimoine de données. Mais en fait, finalement, qui n'ont jamais pris le temps parce qu'à l'époque, elles n'avaient pas les outils. À l'époque, il n'y avait pas ces enjeux-là de finalement gouverner ces données. Donc, il y a ces entreprises-là, généralement, elles vont commencer par des audits pour comprendre leur patrimoine de data, qu'est-ce qu'ils peuvent valoriser et construire des fondations de données. Et tu n'as pas du tout la même stratégie quand tu es une fintech ou un acteur qui vient de te lancer une petite startup et que tu démarres avec un patrimoine de données vierge et que tu peux reconstruire ta donnée de zéro avec un stack data très moderne qui va te permettre directement d'avoir les bonnes pratiques, de gagner en agilité. Et c'est ça finalement le challenge aujourd'hui qu'on voit. Quand tu regardes aujourd'hui un Stripe ou des acteurs dans le paiement qui sont hyper agiles, faut se dire aussi qu'ils ont commencé. Ils sont jeunes. Elles sont jeunes, elles ont commencé avec des fondations beaucoup plus agiles, beaucoup plus adaptées justement à ces enjeux de la data. Et du coup, j'ai une question. Imagine, moi, voilà, je suis chef d'entreprise. À quel moment je dois m'intéresser ou en tout cas mettre en place une stratégie data pour mon entreprise? Parce que j'imagine que plus tu attends, plus tu développes une dette et cette dette-là, tu vas la payer un jour. Donc, est-ce qu'il y a un bon moment ou est-ce que ça dépend des entreprises? J'ai envie de te dire, the sooner, the better. Hein. Tu regardes aujourd'hui le paysage économique, le concurrent de Mercedes, aujourd'hui, le concurrent direct, c'est Tesla. Le concurrent de Carrefour, aujourd'hui, c'est Amazon. Le concurrent de Visa, c'est Stripe. Le concurrent direct de Accor, un des concurrents directs, entre guillemets, c'est Airbnb. À chaque fois, c'est des entreprises qui ont su prendre et qui sont nées avec le digital, qui sont très agiles, qui ont une capacité à comprendre le marché, à comprendre leurs clients et à réagir de manière tellement rapide. Pourquoi? Parce qu'elles ont finalement, comme on le disait tout à l'heure, la data au cœur de leur stratégie. Donc, si aujourd'hui, tu n'as pas commencé à réfléchir à ta stratégie data, c'est que probablement dans quelques années, tu ne seras plus là. Et on compte plus, il suffit de regarder, je parlais du S&P 500 tout à l'heure, mais il suffit de regarder le S&P 500 il y a 20 ans et le S&P 500 aujourd'hui. Je compte plus les entreprises qui ont disparu. Et j'avais l'exemple de Kodak, mais Kodak aujourd'hui, ils n'ont pas su forcément prendre le pli et identifier les signaux faibles sur le marché. Aujourd'hui, les résultats, ils sont plus là. Moi, tout le monde est prévenu. Tout le monde est prévenu. Vous savez ce qu'il reste à faire. Et une des dernières questions que j'avais en tête, parce que du coup, voilà, on a parlé d'un énorme éventail de fonctionnalités, dont apparemment, c'était la vision dès le départ des 2 fondateurs, donc Thierry Benoît, que je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, est-ce que, donc ça c'est une remarque que j'ai entendue dans de nos partenaires, il disait ouais mais moi c'est un peu comme quand tu vas dans un restaurant et que tu vois que le mec il fait pizza, galette, t'as tout. Est-ce que du coup ce côté tout en un est problématique pour Snowflake ou c'est au contraire une force? Je pense justement l'inverse. On vient justement essayer de répondre à une problématique qui est la problématique des boîtes à outils. Aujourd'hui, quand tu essayes de composer une data platform avec un stack AWS, tu vas avoir besoin d'un SageMaker sur la partie data science, d'un Firehose sur la partie ingestion, d'un Redshift sur la partie data warehouse. En fait, tu vas avoir besoin finalement de faire de la glue entre ces différentes briques. Nous, chez Snowflake, notre approche, elle est complètement différente. C'est une approche data platform où on va venir proposer l'ensemble des services directement disponibles à travers la plateforme. Et aujourd'hui, justement, nos clients, si tu leur poses la question, ils
ils sont tous très satisfaits justement de ce côté capacité à pouvoir déployer des use cases sans se dire justement de quelle brique je vais avoir besoin et comment je vais pouvoir l'imbriquer dans mon paysage data actuel. Et du coup, ouais, j'avais une question aussi, donc, parce que Snowflake, donc, tout à l'heure, tu disais voilà, que souvent on avait un peu cette vision de Snowflake comme plus pour de l'analytique. C'est vrai que moi j'avais un peu cette idée-là avec toujours Snowflake plus analytique, puis Databricks plus IA. Mais là, de ce que je t'entends, voilà, vous parlez quand même beaucoup d'intelligence artificielle, c'est clairement dans votre vision. C'est quoi un peu les différentes fonctionnalités d'IA que vous avez mis en place et que les clients aujourd'hui peuvent utiliser sur Snowflake? Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, finalement, la manière dont on adresse l'IA, c'est une extension naturelle de la manière dont on accompagne nos clients depuis le début. On accompagne nos clients, si tu veux, dans leur courbe de maturité. Ils ont commencé par de l'analytique. Aujourd'hui, ils viennent adresser des cas d'usage d'IA. On les accompagne dans cette montée en compétences. Pardon. L'IA chez Snowflake, moi, je la vois de deux manières. Le premier axe, c'est l'IA complètement intégrée au sein du produit pour venir fluidifier, améliorer l'expérience utilisateur. On parlait tout à l'heure de l'iPhone et de l'Apple Store. Il y a exactement cette même vision de se dire aujourd'hui, quand tu interagis avec ton iPhone, sans t'en rendre compte, il y a de l'IA partout. Il y a de l'IA dans Siri, il y a de l'IA dans ta barre recherche de photos, et ça vient finalement accélérer ta manière d'interagir avec tes données. Avec Snowflake, c'est exactement de la même manière. On va venir intégrer l'IA pour, par exemple, mettre en place de la gestion, de la création de métadonnées, par exemple, pour toute la partie cataloguing. On a une barre de recherche qui va te permettre de venir accélérer la recherche de tes data products directement dans la plateforme. On a un copilot intégré qui va permettre à des utilisateurs un peu moins techniques de venir générer des requêtes SQL pour accélérer, si tu veux, le développement analytique. Donc ça, c'est toute cette partie amélioration de l'expérience utilisateur. Et puis il y a l'IA au jour le jour, où là, Snowflake va mettre en place tout l'attirail pour fournir de bout en bout la capacité à des data scientists de déployer leur modèle de machine learning. Avec toujours cette même philosophie de la simplicité et de l'accompagnement en fonction de la courbe de maturité. Pour faire simple, pour les data scientists dignes de ce nom, bien expérimentés, on va fournir tout l'attirail avec, comme je te le disais tout à l'heure, les notebooks, les modèles repository, le feature store, des API de pré-processing, d'entraînement, le Python, etc. Et puis, pour les profils ou les équipes data qui n'ont pas forcément ces compétences-là en interne, on va mettre à disposition des fonctionnalités packagées à travers une suite qu'on appelle Cortex, qui va te permettre à la fois sur la partie machine learning d'avoir accès à des fonctionnalités de détection des anomalies, de classification, à travers une simple requête SQL. Donc ça, c'est hyper intéressant quand tu veux te lancer sur ces sujets-là. Et puis, exactement la même chose sur la partie IA générative. On va permettre à des équipes de data analystes d'accéder aux derniers modèles du marché, des Llama, des Mistral, et puis même récemment les modèles d'Anthropic, à travers notre partenariat avec eux, directement à travers une simple requête SQL. Donc de venir prompter à travers une simple requête SQL. Et on va venir proposer à la fois des modèles de fondation, mais également des modèles plus petits. Pour des tâches, finalement, tu n'as pas toujours besoin de gros modèles de fondation. Bien au contraire, on est convaincu que parfois c'est même plus efficace d'un point de vue ratio coût-performance d'avoir des modèles fine-tunés si tu as besoin de faire la traduction, la synthétisation ou d'autres tâches plus spécifiques. Ouais, ça sert à rien de sortir le bazooka pour tuer une mouche. Exactement. J'adore cette expression. Et du coup, donc tu parles beaucoup de justement ce niveau d'accessibilité à la plateforme. Data scientist qui va être super capé, et qui va vouloir avoir ses librairies Python, le data analyst qui va peut-être avoir moins cette partie code. Est-ce que pour toi, c'est vraiment quelque chose d'important dans une entreprise que tout le monde ait un accès à la data pour qu'il puisse y jouer finalement, jouer avec? Donc, ma question est un peu fermée parce que du coup, je pense que oui. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses finalement? En fait, oui, en effet, la réponse c'est oui. Faut démocratiser l'usage de la data en entreprise. Je te le disais, ça passera à la fois par la technologie, ça passera également par l'enablement, le change management, mais il faut sensibiliser à l'usage de la data en entreprise. Aujourd'hui, il y a encore trop d'entreprises où il y a ce gap entre les entités business et les entités de data, et c'est essentiel de pouvoir démocratiser cet usage, parce que c'est grâce à la data, en comprenant finalement la data, en identifiant les signaux faibles, que tu seras capable d'anticiper le marché et de prendre les bonnes décisions. Ok, ouais, très intéressant. Oui, parce qu'effectivement, je pense qu'un projet data, s'il n'y a pas un vrai sponsor dans l'entreprise très capé, et plus côté métier pour le coup, je pense que du coup, souvent, ces projets-là, ils ne sont pas voués à mourir, mais bon, c'est rarement les plus grandes réussites, quoi.
Exactement. Et tu vois, moi, dans mon métier au jour le jour, quand je suis cette fois-ci partie acquisition avec des prospects et qui nous demandent de poker Snowflake, bah, généralement, quand tu as uniquement les équipes techniques, nous, notre vision chez Snowflake, c'est de dire Snowflake, ça peut pas être qu'un projet technique. Mm. Faut qu'on embarque les métiers, faut que les métiers comprennent le sous-jacent et qu'on aille identifier avec eux également l'impact business que ce projet technique va avoir sur l'entreprise. Pour que finalement, ce projet reste pas qu'un projet technique et que on vienne, finalement, toute l'entreprise vienne en comprendre la valeur et qu'on vienne évangéliser et déployer ce qu'est l'usage. Ouais, je pense que c'est la même problématique pour tout éditeur de logiciel. On n'est pas là pour faire de l'outil pour faire de l'outil. Il faut que l'outil réponde à un besoin business. Et donc, dans la vente, c'est ça. Il faut arriver avec un besoin et on répond au besoin. OK, mais après, c'est l'outil qui permet de répondre à ce besoin. Ça sert à rien de faire de l'outil pour faire de l'outil, quoi. Exactement. Du coup, je voulais te poser une question. C'est une question qu'on pose assez régulièrement dans ce podcast. Si toi, demain, voilà, tu avais une boule de cristal qui te permet de voir, toi qui choisis l'horizon, 6 mois, 3 ans, 10 ans, ça serait quoi pour toi l'avenir dans la data ou dans l'IA ou tu vois, la nouvelle peut-être avancée comme on a eu il y a 2 ans avec ChatGPT? La question à 1 million d'euros, hein, c'est quand tu vois à quel point et à quelle vitesse avance le marché. Se lancer dans l'exercice, c'est un peu périlleux, mais je vais quand même me lancer. Plus sérieusement, aujourd'hui, tu le vois, on avait ChatGPT qui dominait la course à l'innovation avec des modèles ultra performants. Je pense notamment au dernier modèle 4O. Et là, il y a quelques jours, juste avant qu'on enregistre ce podcast, tu as le modèle chinois DeepSeek qui arrive et qui vient complètement disrupter le marché. Donc du coup, si je devais te donner une vision à court terme, je pense que le sujet, ça sera le sujet des entreprises, ou en tout cas les futures startups qui réussiront dans ce domaine. C'est les startups qui seront capables justement d'orchestrer ces nouveaux modèles, de créer des agents, une couche applicative qui sera capable d'orchestrer ces nouveaux modèles et de fournir au marché des solutions, ces fameux agents, qui sont capables d'interagir de manière autonome et finalement d'accélérer l'interaction avec les différents systèmes de l'entreprise. Aujourd'hui, tu as des applications ou des startups très prometteuses en France, hein, je pense notamment à Dust, Okay. qui permet justement sur ce marché-là d'aller faire un agent et d'aller interagir avec l'ensemble des applicatifs de l'entreprise. Prochain achat de Snowflake. On a quand même beaucoup d'arguments également sur ce sujet-là, mais je pense que la couche applicative et la manière justement d'orchestrer ces LLM sera phare, sera très importante dans les prochaines années. Ouais, c'est hyper intéressant. Alors, c'est ce que tu disais. Tu disais service as a software. Ouais, ça, en fait, tu vas passer d'une économie de software as a service Ouais. à une économie de service as a software, de software as a service, pardon, Ouais. à une économie de service as a software, où finalement, tu auras des services, des applications qui seront fournis comme des logiciels à la demande et sur lesquels tu auras des attentes sur du résultat. Ok. Fournis-moi cette action, fais-moi cette action, automatise-moi cette tâche. Bah écoute, on arrive à la fin de cet épisode. Merci beaucoup Antoine d'être venu. C'était super intéressant et j'espère que ça plaira à nos éditeurs. Merci beaucoup à toi et à Lucas et à EasyDay de m'avoir reçu aujourd'hui. Pour vos auditeurs qui auraient des questions supplémentaires sur certains points qu'on a abordés aujourd'hui, n'hésitez pas, je vous mettrai, je pense, ou je transmettrai à Lucas à la fois mon adresse email et mon LinkedIn, donc n'hésitez pas à me contacter. Ça se trouve, tu vas être harcelé. Exactement. Ouais, merci beaucoup et à une prochaine fois. Salut Lucas.